90-91. Donc, juste une petite intro pour voir l'effectif qui a bougé. Donc, à l'été 90, il y a Sauzet, Coé, Rousseau, Tis, Francescoli, Roche et Deschamps même, qui est prêté à Bordeaux, qui quitte le club. Foster arrête sa carrière et arrive Pascal Olmeta, Basile Boli, Bernard Casoni, Laurent Fournier, Bernard Pardo et Dragan Pixi Stojkovic. Voilà. Abedi Pelé revient aussi au club. Il était prêté et revient. En fait, il était parti fâché. En fait, 2 ans avant, il était parti fâché à cause d'une embrouille avec Papin. Et l'avancement marseillais Jean-Pierre Papin a fait le premier pas pour régler le différend. Et du coup, tout est rentré dans l'ordre avant cette nouvelle saison. Alors, juste un peu pour dire pourquoi, en fait, il y avait ce bouleversement de l'effectif. Une petite anecdote de Gérard Gilly que j'ai notée. Il dit que chaque année, Bernard Tapie voulait maintenir la performance. C'est pour ça qu'il changeait l'effectif et il voulait changer de joueurs aussi pour trouver de meilleurs joueurs. Alors, c'est pas tout le temps possible parce qu'il y en a beaucoup de gros qui sont partis. Et donc, il pouvait remplacer, ce qui donnait le sentiment de s'installer dans certains camps forts et renouveler l'effectif. C'est aussi un moyen de relancer la dynamique de la victoire. Et pour ceux qui arrivaient, donc, il fallait être au moins aussi bon que ceux déjà en place. Et chaque fois qu'il y en a qui arrivaient, c'était pas pour faire banquette. C'était pour essayer de prendre la place de ceux qui arrivaient, donc c'était encore plus compliqué, quoi. Ouais. C'est vrai que là, je reviens sur ce que tu disais sur Abedi Pelé, pardon. J'avais vu qu'effectivement, à la base, on disait qu'il ne se fondait pas dans le collectif. Enfin, pas dans le collectif. Il ne se fondait pas forcément dans le groupe. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu entendais par il est parti fâché, parce que j'avais vu qu'effectivement, Jean-Pierre Papin avait dû intervenir personnellement pour expliquer qu'il n'y avait aucun problème avec Abedi Pelé. Et c'est à partir de là vraiment qu'on a vraiment pu le voir s'exprimer dans cette équipe-là. C'est ça que tu entendais par dire Là, bon, après, c'est ce qui a été dit. Hein, donc, c'est que quand il y avait une embrouille avec Jean-Pierre Papin, qui était le capitaine, forcément, c'était compliqué à s'intégrer dans l'équipe. Alors, quelle embrouille, j'en sais rien. Mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'il était parti et on lui avait dit de partir à cause de ça, quoi. Et donc, là, Tapie, sûrement, il allait voir Papin, lui disant, bon, est-ce qu'on prend Pelé? Et si c'est le cas, il va falloir que tu ailles le voir pour dissiper le malentendu, quoi. Donc, l'avenir a montré qu'il a bien fait de conserver Abedi, hein, parce que ouais, carrément. Ça avait été le cas avec Sauzet aussi. Je crois qu'il y avait eu une embrouille aussi avec Sauzet. Puis finalement, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il part là et qu'il revient après. Et du coup, ça allait mieux. Voilà. Après, de toute façon, les grands joueurs, c'est des forts caractères. Hein, donc, forcément, il y a des fois des. Bah oui, dès l'instant où tu prends de l'importance dans un collectif, effectivement, tu n'as pas des passes droits, mais évidemment, il y a des choses qu'on te passe plus facilement que aux autres, et évidemment, ton avis compte plus facilement que les derniers arrivants. Donc, tu vas certainement présenter, là, justement, et tu es en train de nous parler de l'équipe dont beaucoup de personnes estiment qu'elle a été la meilleure équipe de l'OM qui a eu. Personnellement, je ne partage pas forcément ce sentiment-là, parce qu'il y a certains postes où j'estime que ce n'est pas le cas, même si j'estime qu'il y a certains joueurs, à l'instar de Chris Waddle, surtout, qui auraient mérité d'être là en 93 et qui n'ont pas été, mais on en parlera plus Alors tard. après, moi, je ne sais pas si tu as vu le reportage qui est passé, enfin, qui passe en 2 épisodes sur RMC par rapport à l'épopée européenne de l'OM. Et en fait, il explique vraiment que 89-90, donc avec cette élimination par la main de Mata, d'ailleurs au passage, j'ai revu les images et il y avait un penalty qui n'était pas sifflé à l'aller et un but. Enfin, voilà, donc du coup, c'était vraiment, s'il y avait eu la VAR, c'est même pas en parler. Et donc du coup, il voulait quand même aussi régénérer tout ça parce qu'il fallait faire un électrochoc pour essayer de vraiment gagner cette fois-ci. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements. Ça, on va voir après, on va en parler aussi des coachs, c'était un peu pareil. Donc, voilà, il voulait vraiment, comme je viens de dire sur l'anecdote, toujours c'était ça, quoi. Essayer de, même si quand ça va bien, puis c'est bon, quand il fait quand même une demi-finale de Coupe d'Europe et que tu es champion, bon, mais forcément ça va bien, mais lui, il fallait toujours régénérer. Deschamps fait un peu pareil aussi, hein, c'est un peu le même principe. Ouais, Et on l'a vu. tu as raison de le souligner. Tu as raison de le souligner, mais
excuse-moi, tu as raison de le souligner, mais Didier Deschamps, lui, par contre, est plus mesuré dans son changement. Il change rarement plus de 30% de l'effectif. Enfin, c'est un petit peu sa vision des choses, hein. Mais tu as raison de le dire, il tient vraiment ça de Bernard Tapie qui estimait qu'il fallait souvent régénérer l'effectif pour que le discours de l'entraîneur puisse mieux passer. Ce qui est aussi assez paradoxal, puisqu'on va s'apercevoir sur cette année qu'il y a eu encore une valse des entraîneurs, comme on l'a déjà souligné sur les époques précédentes. Donc, il n'y a pas forcément le même entraîneur, mais malgré tout, les joueurs doivent changer. Alors, c'est vrai que dans la façon d'aborder le choix des joueurs qui vont former l'équipe au début de la saison, tu t'aperçois quand même que il devait y avoir certainement un gros travail sur la personnalité des joueurs. Parce que, puisqu'il estimait justement qu'il fallait qu'il y ait un nouveau dogme qui se crée au niveau des individualités pour en faire un collectif avec des personnes qui puissent s'entendre, je pense qu'il se faisait beaucoup ce qu'on n'a pas fait pendant des années après, c'est-à-dire travailler le profil du joueur. Et je pense que c'est quelque chose à mettre au crédit de Bernard Tapie, justement. C'est qu'il travaillait évidemment le collectif, mais aussi les individualités, à savoir si jamais les différents joueurs qui allaient être sélectionnés allaient pouvoir bien s'entendre. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Abedi Pelé, puisque la question qui était posée tout à l'heure, c'était de savoir si il y avait un problème dans le collectif, parce que le problème n'était pas qu'avec Jean-Pierre Papin à l'époque, il pouvait y avoir un problème avec d'autres joueurs du club. Et on s'aperçoit que voilà, il y avait un gros travail dessus. Il y avait les qualités footballistiques, mais il y avait un gros travail derrière. Est-ce que ces joueurs allaient pouvoir représenter l'écusson de l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'ils allaient pouvoir aussi se fondre dans un collectif? Et donc, voilà, ce sont encore des choses qu'on n'a pas forcément suivies dans le futur, mais qui sont encore un exemple à suivre parce que la façon dont est montée cette équipe est franchement phénoménale, hein. Donc, voilà. Oui, alors après, pour te rejoindre à ce que tu disais au début, bon, moi, il y a des choses que je ne sais pas encore maintenant. C'est pourquoi Francescoli est parti, parce que bon, un joueur extraordinaire. Bon, Foster, on sait, parce que bon, il a arrêté sa carrière, mais Deschamps, si on peut le savoir, parce qu'effectivement, il n'arrivait pas encore à s'imposer complètement, il était très jeune, hein. Donc c'est pour ça qu'on lui a dit, bon, mais va à Bordeaux, et lui, bon, il voulait absolument revenir, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est revenu, au détriment de Tapie, qui ne voulait pas qu'il revienne. Tout à fait. Et après, il y a Waddle aussi. Pourquoi Waddle non, Waddle il est encore là. Non, pardon. C'est Waddle est encore là, ouais. Ah non, Mais voilà, on peut se poser des questions sur le fait qu'il s'en aille après, pour le coup. C'est un peu pareil que oui, c'est Francesco. pour ça que je voulais Mais, venir sur mais ça. je pense que pour répondre à ta question, Bernard Tapie avait une faculté qu'a eu par la suite Jean-Michel Aulas à se séparer de ses meilleurs joueurs quand il avait l'investissement nécessaire dessus et quand il savait qu'il pouvait les remplacer. C'est surtout ça. Il ne s'est jamais séparé d'un des joueurs qu'il a pas remplacé numériquement et aussi en termes de qualité. Donc, oui, après c'est peut-être parce qu'il venait de recruter Dragan Stojkovic, qui était vraiment une star à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était un sacré joueur. Donc peut-être il s'est dit, ça va être compliqué de mettre à la fois Stojkovic, Waddle, Pelé, Papin et Francescoli, quoi. C'est clair qu'il ne pouvait pas mettre les quatre alignés. Donc, bon, tu peux mettre bien sûr des joueurs de bon niveau, mais là, c'était des top joueurs, donc compliqué quand même à mettre les quatre ensemble. Donc peut-être il y a ça aussi, hein, mais je ne sais pas, c'est un peu… Alors, donc, je reviens sur ce que tu disais par rapport à l'équipe, la meilleure équipe de l'OM de tous les temps. Alors, comme moi je l'ai déjà dit avant, 90, 91 et 89, 90, pour moi, c'est à peu près pareil. C'est deux équipes qui se valent. Peut-être 90, 91 légèrement devant, bon, parce que moi j'aime Stojkovic, donc c'est aussi pour ça, mais Francescoli j'adore aussi. Mais c'est vrai que, alors après, c'est même pas la meilleure équipe de tous les temps, on le verra après, c'était carrément la meilleure équipe au monde de cette année-là, quoi. Donc, oui, clairement. Voilà. Donc, on l'a vu après avec la Coupe d'Europe, mais donc c'est vrai que quand tu as ces joueurs-là devant, alors évidemment, il y en a qui ne l'a pas fait jouer, hein, des Tigana, des Stojkovic, par exemple, il ne l'a pas fait jouer en finale où il l'a fait rentrer. Donc, tu pouvais encore trouver toujours mieux. Et pourquoi on a pris des Fournier et des Pardo? Mais après, il faut aussi des joueurs, des guerriers au milieu de stars, hein, qui fassent le travail. Donc c'était une bonne alchimie entre des gros joueurs, des grosses stars, des gros défenseurs qui arrivent, des Boli, des Casoni, des Olmeta, comme gardien.
et des joueurs de devoir comme Fournier, Pardo, Bruno Germain, qui chaque année, avec les joueurs qui arrivaient, on disait il jouera jamais, puis il était quasiment à chaque fois titulaire très vite. Donc c'était une super alchimie et une équipe qui avait fait, qui voulait vraiment cette fois-ci aller décrocher l'étoile. Oui. Ouais, c'est vrai. Bon, on en parlera tout à l'heure quand on fera la grande équipe, à mon sens. Mais donc, il y a certains joueurs ici qui forment justement le socle qui sera champion d'Europe par la suite. Mais il y a d'autres joueurs sur lesquels je m'interroge. Alors évidemment, bon, Fournier, on va dire que c'est un peu peut-être le syndrome extrasportif et sa capacité à aimer le Paris Saint-Germain qui me fait dire qu'il n'avait rien à faire là. Mais il y a deux ou trois joueurs. Bon, je mets ça sur le fait que tu puisses dire, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'ils pouvaient se fondre dans le collectif. Mais c'était certes à ce moment-là la plus grande équipe de l'OM et la meilleure équipe du monde. Mais pour moi, c'est pas la meilleure équipe qu'on ait eue. En tout cas, en termes de jeu. Même s'il y a des joueurs que j'aurais aimé voir par la suite, si tu veux, ça c'est une certitude. Hein. Quand tu parles de Moser, je sais que tu l'aimes beaucoup, on l'aime tous, Chris Waddle aussi. Mais tu vois, tout à l'heure, quand on fera l'équipe de 93, on pourra s'interroger sur le fait de savoir si les joueurs de 91 pouvaient prendre la place de ceux qui ont été champions d'Europe par la suite. Si tu veux, c'est pas pour moi, enfin, moi c'est mon avis, c'est juste mon avis. Euh, pour moi, 93, c'est l'équipe, disons, la plus costaud. La plus costaud, alors, elle est très, attention, parce que 90-91, quand tu as quand même des Boli et des Casoni, c'est quand même très, très costaud. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être plus au niveau guerrier, avec des Deschamps, des Sauzé au milieu, même des Dely. Voilà, c'est costaud. Et derrière, enfin, tu pouvais pas passer, quoi. C'était vraiment des guerriers. Celle-là, on peut quasiment dire pareil, mais peut-être légèrement moins, peut-être. Mais par contre, au niveau offensif, là, je suis pas d'accord parce que pour moi, des Waddle, des Pelé, enfin Pelé après, il y a encore, mais Waddle, Stojkovic, pour moi, c'est au-dessus de voleurs et même de boxing que j'adore beaucoup. Hein. Mais voilà, pour moi, je pense qu'au niveau technicien, on était quand même largement au-dessus cette année-là. Et, de toute façon, Tapi l'a dit hein, dans son interview dans l'équipe enquête, il a dit en 91, donc à la finale face à l'Étoile Rouge de Belgrade, ben, on était les meilleurs et on n'a pas gagné. Et en 93, on n'était pas les meilleurs. C'était sûrement le Milan AC qui était au-dessus, mais on a gagné. Donc, bon, après, ça, c'est C'est l'histoire du vrai. foot. Ouais. Ce qui est paradoxal. Mais je reviens un peu, puisqu'on s'intéresse quand même fortement à cette équipe. Quand je regarde là l'équipe qui compose le 11 de départ, justement, de manière générale, en fait, on joue à 5 derrière à cette époque-là. Tu as Eric Dimeco, Après, ouais. tu as Boli, tu as Ouais. C'est Ouais. ça? Tu as Moser, tu as Casoni, et après, tu as Amoros sur le côté droit. Je pense que c'est un peu un 5-3-2 qui devait être mis en place, mais elle était vachement costaud défensivement, cette équipe-là, surtout. Je pense Après, si que tu veux, parce que c'est, comment dire, l'avantage et le défaut de Goethals, quoi. C'est que le point fort de Goethals, c'est qu'effectivement, il s'appuie sur une défense costaud avec des latéraux qui peuvent monter, on joue leur jeu, enfin, on est vraiment très, très bien organisé. Ça a permis d'éliminer le Milan AC en quart de finale, hein, la meilleure équipe au ouais, monde ce jour-là, et donc c'est là où on est passé devant. Mais à la fois, il y avait moins de spectacles. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo avec Mourad Arts sur le beau jeu. On parlait de Bielsa, mais moi, je lui parlais de Gérard Gilly. Où effectivement, bon, après, il y avait des cartons. Hein, il y a eu 7-0 contre Lyon. Voilà. Mais il y a eu d'autres cartons. Mais malgré tout, au niveau du jeu, c'était beaucoup moins flamboyant que 89-90 à cause de l'organisation de Raymond Goethals. Et d'ailleurs, je pense qu'on le paye clairement en finale de la Coupe d'Europe parce qu'avec ses 5 défenseurs, ben, il y aurait pu avoir Stojkovic qui rentrait directement. Ça a été évoqué dans le reportage de RMC où effectivement, en face, ben, ils avaient tellement peur de Stojkovic parce qu'il a quand même été le capitaine de leur équipe pendant de la 2 ans, je crois, ou Yougoslavie 3 ans. aussi. Bah oui, Et ouais. Yougoslavie aussi. Tu avais Tigana sur le banc, il a préféré Fournier à Tigana. Enfin voilà, donc du coup, et à 5 défenseurs, mais forcément, tu te prives de l'option offensive avec toute l'armada qu'on avait. Voilà. Donc c'est Mais un peu ça, mais en même temps, on est aussi costaud et on peut aller éliminer le Milan AC. Donc bon.
Tu sais qu'en 91, justement, à ce moment-là, j'ai à peine 9 ans, enfin, où je viens de les avoir, et j'ai encore des souvenirs, on a tous des souvenirs lointains, mais j'ai le souvenir du soir de la finale, donc avec mon père, qui est pas forcément très footeux, mais évidemment, qui suivait qui aimait bien regarder les matchs de l'OM, parce que, évidemment, c'était la grosse équipe de l'époque, et puis, donc, qui regardait cette fameuse finale. Et si tu veux, donc je lutte pour pouvoir voir, je vois le 0-0 et puis je ne vois pas la séance de penalty, je le découvre que le lendemain qu'on a perdu. Et en fait, j'ai souvent essayé d'expliquer mon admiration pour l'Olympique de Marseille et cet amour, parce qu'on est au-delà Oui. de la perception amicale ou ce genre de choses. Et en fait, je le tiens de ce soir-là, vraiment. Parce que j'ai tellement le lendemain, j'ai tellement haï le fait qu'on ait perdu. J'ai pleuré le lendemain en disant à mon père que je comprenais pas. Je tire l'amour de l'OM de ce soir-là parce que je savais que cette équipe, en fait, que ce club était fait pour gagner. Et finalement, j'ai trouvé dans la défaite l'amour que j'allais avoir par la suite pour ce club. Et finalement, en discutant avec toi, j'arrive quelques années, bien des années après, à comprendre aussi effectivement qu'avec ce système à 5 derrière, on n'a pas été assez offensif, comme tu le dis, on n'a peut-être pas voulu trop jouer. Et c'est finalement ce qui nous coûte, évidemment, à 8-9 ans, je n'avais pas la capacité de pouvoir comprendre pourquoi on n'avait pas réussi à aller au bout. Mais là, oui, je le comprends, effectivement, l'entraîneur a été trop frileux et peut-être que si on avait plus joué le jeu, mis un attaquant de plus avec Papin ou Si tu veux, joué simplement un 4 derrière, qu'on aurait fait quelque il y a chose. dû avoir 4 occasions, dont 2 franches. Alors évidemment, on revoit les occasions. Bon, il y a Papin qui est très proche du but. Mais après, il dit c'était sur le côté gauche. Il dit qu'il marquait beaucoup plus de buts sur le côté droit que sur le côté gauche. Mais bon, une occasion énorme. Et après, il y en a une autre de Waddle, je crois, qui est quasiment immanquable aussi. Mais bon, il y a 2 grosses, quoi. Et après, El Toro se fait fermer le jeu, alors qu'il y avait quand même des sacrés joueurs, hein, des Savicevic, des Prozinecki, des Boban, qui ont après éclaté après. Mais ils avaient décidé ils savaient que l'OM était plus fort, donc il fallait les bétonner. Et l'OM, alors après, il y a aussi l'OM que, bon, ça, ils l'ont dit dans plusieurs reportages, qu'en fait, ils étaient tellement sûrs de gagner qu'ils ont un peu pris aussi l'étoile rouge de Belgrade de haut. Et parce que voilà, l'étoile rouge de Belgrade, c'était rien. Alors certes, c'est quand même à la finale, donc ça veut dire que c'était pas rien. Et puis quand on voit les noms maintenant, on se rend compte, mais à l'époque, ils n'étaient pas connus. Et on les a pris de haut. Et en plus, la préparation n'a pas été bonne. D'ailleurs, Tapi en a tiré la conséquence 2 ans après. C'est-à-dire que pour la finale, l'effectif était en base clos, quoi. C'était un truc fermé, quoi. Complètement fermé. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les femmes, les joueurs, les supporters. Enfin, ils étaient complètement en vase clos. Et cette équipe-là avait besoin d'enthousiasme, de déconner, tout ça. Ils ne l'avaient pas. Et 2 ans après, il a fait complètement différent. Et c'était complètement ouvert à Munich. Et ça déconnait, ça rigolait. Et du coup, la chape de plomb de la pression n'était pas la même, quoi. Donc, il y a tout ça qui fait que, plus Goethals qui, effectivement, était trop frileux. Alors, bon, évidemment, Goethals, après, il nous a donné le titre champion d'Europe, donc on ne peut pas lui en vouloir complètement. Mais cette finale, on ne doit jamais la perdre. Ce n'est pas possible. Et après, le problème, c'est qu'en arrivant au bout, au tir au but, les Yougoslaves, à l'époque, c'est les Yougoslaves, ils étaient entraînés à ça, puisque dans leur championnat, il n'y avait pas de match nul. C'est que dès qu'il y avait un match nul, il y avait des tirs au but. Donc, toute la saison, il faisait des tirs au but. Alors que comme nous on n'a jamais eu aucune séance de tirs au but de la saison, que ce soit en coupe ou ailleurs. Donc on est arrivé, même s'il y a des très bons tireurs, avec Papin d'ailleurs. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont raté, hein. Il y a Camoros. Il y a Camoros qui rate, non? Il y a Camoros qui rate. Hein. Donc, mais aussi, comme il disait Papin, j'ai vu sur un reportage là, sur RMC, où il disait que Olmeta, il arrêtait jamais un penalty en fait. Alors que Casanova, c'était le gars le remplaçant, qui lui en arrêtait beaucoup, donc il dit peut-être on aurait pu le faire entrer juste pour la séance de tir au but. Oui, mais bon, ça c'est un peu le syndrome de 2006 aussi avec Landreau qui était sur le banc de l'équipe de France. Mais comment dirais-je, le fait est que tu dois jamais aller au tir au but pour le coup. Tu te retrouves au tir au but et en fait les Yougoslaves font un peu le match que l'OM fait à Paris tout récemment. Ouais, tout à fait. Ils ont fait le mur. Ils ont eu 0 occasion.
Bah Donc, oui, c'est ça. tu vois, c'est Mais, pas mérité. Mais bon. mais oui, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, puisque ça nous arrive aussi d'être dans l'autre cas de figure, le football est ainsi fait. Et finalement, comme on dit souvent, c'est dans les défaites qu'on forme qu'on dessine les Ouais, mais grandes comme on victoires avait eu quand qu'on même a deux fait. défaites, tu vois, j'ai entendu Didier Roustin qui disait, alors pas, il disait pas sur cette année-là, il disait sur l'année d'après, on y reviendra après, où l'OM passe au travers 91-92. Mais on commençait à se dire que peut-être on allait laisser passer notre chance, tu vois, et qu'on serait Ah jamais champion oui, d'Europe parce qu'une demi-finale, alors certes volée, mais bon, elle est comme ça. Là, une finale, tu es au sommet, bah, c'est dur d'y rester quand même au sommet. c'est C'est vrai. peut-être plus facile d'y C'est vrai. arriver, mais d'y rester, c'est encore plus compliqué, quoi. Mais je reviens sur ce qu'avait dit Bernard Tapie, chose que j'ai répété en début d'émission. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on va gagner, mais il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est qu'un jour on va gagner. Et l'avenir lui donnera raison. Je tiens à faire une parenthèse pour tous nos amis alors, parisiens. Alors évidemment, quand je dis amis, il y en a beaucoup que ça doit faire rire, qui me parlent souvent des groupes de l'OM à l'époque de la Ligue des Champions, etc. Et tu as rappelé à juste titre tout à l'heure les joueurs qui composaient l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, sacré L'Étoile joueur. Rouge de Belgrade, à l'époque, c'était autre chose que l'Atalanta, c'était autre chose que le genre d'équipe qu'ils n'ont pu affronter quand ils sont allés jusqu'en finale où ils ont glorieusement perdu contre le Bayern de Munich, chose dont je me félicite. Il y avait de très très gros clubs. Je le rappelle parce que si tu veux, c'est quelque chose qu'on me met sous. Enfin, c'est un argument qu'on On va nous le oppose voir après toujours. 92-93, justement, les C'est équipes ça. qu'il va y avoir. Mais Mais les équipes de l'époque, avant qu'il y ait justement l'éclatement de l'ex, enfin, quand il y avait la Yougoslavie, etc., c'était de très très gros clubs et on disputait enfin, la Ligue des clubs champions. Donc voilà, tu avais toujours le meilleur club qui représentait son pays à cette époque-là. Donc que ça soit la place en finale de 91 ou la Ligue des Champions de 93, on les a pas volés. C'est-à-dire qu'il a fallu aller les chercher. Et c'était certainement aussi difficile de disputer ce genre de match à l'époque que certains matchs aujourd'hui, même si évidemment il y a des groupes qui sont assez relevés. Bon, je faisais cette parenthèse parce qu'il ne faut pas penser que l'Étoile Rouge qu'on a perdu aussi, enfin, je n'ai rien contre le FC Metz, mais cette finale, on ne la perd pas contre le FC Metz. On la perd contre l'Étoile ah Rouge de ouais, Belgrade, qui était tout à quand fait. même un gros club et qui Non, ne volait mais pas il y sa a même qualification. Panchev devant qui n'a pas fait une carrière peut-être connue, mais c'était un des meilleurs attaquants d'Europe aussi. Et puis Savicevic, Prozinski, Boban, c'est des sacrés joueurs qui ont fait des sacrées carrières. Et même pour y revenir à l'année d'avant, 89-90 contre Benfica, il y avait quand même Valdo et Ricardo qui après ont explosé à Paris, qui étaient des Oui, sacrés joueurs aussi, quoi. tout à fait. Donc voilà, donc non, c'était des sacrées équipes. Alors juste Mais pour c'est bon de le continuer, rappeler. oui, voilà, ah oui, bien sûr. Juste pour continuer ce que tu disais, et qui explique après le changement des entraîneurs qu'il y a eu, c'est qu'il y a Gérard Gilly, j'ai revu le reportage qui est passé sur Football Club de Marseille, qui dit à la fin Ouais, de 88-89, donc on est 89-90, pardon, Tapi me dit, non, 88-89, ouais, quand ils font le doublé, il dit à Gérard Gilly, bon, on repart pour un an, mais par contre, bon, tu dois être champion parce que tu l'as été, donc forcément, c'est une formalité, hein, tu dois l'être. Par contre, tu dois être champion d'Europe. Si tu n'es pas champion d'Europe, je te vire. Donc, tu vois la pression. Et là, donc là, en fait, l'OM échoue en finale. Alors, il ne le vire pas totalement, mais en fait, il lui met dans les pattes Franz Beckenbauer. eh oui. Un centambre, il attend un petit peu, mais bon, après, pourquoi il fait ça? On l'a déjà parlé avec la main de Vata, c'est qu'il voulait un homme avec une stature, justement, pour que l'OM soit pas lésé à la Coupe d'Europe. Mais forcément, quand tu as Franz Beckenbauer qui a été champion du monde en tant qu'entraîneur hein, avec l'Allemagne juste avant, en 90, d'ailleurs, et qui arrive là, forcément, il va pas être sur le banc à écouter Gérard Gilly. Enfin, tu vois, c'est lui qui arrive et c'est lui qui va faire le truc. Et Gérard Gilly, Ouais. c'est pareil. En fait, c'est Gérard Gilly qui est parti. Il a dit j'attends 15 jours pour voir. Et quand Franz Beckenbauer est arrivé, c'était même pas la commanderie à l'époque. Je n'ai plus retenu le nom, mais c'était à côté de un quartier de Marseille. Il est Ouais. arrivé, il y avait l'athlétisme, il y avait des lanceurs de javelot de poids qui s'entraînaient au milieu des footballeurs. Quoi. Donc c'était vraiment Ouais, c'était notre un époque, hein. centre. Ah ouais, notre époque. Donc lui, il est arrivé Ouais. là, il voit ça. Il y avait les vestiaires, il y avait une fenêtre qui était cassée depuis la saison dernière et il y avait du bière qui était rentré parce que voilà, l'été était passé. Enfin, c'était vraiment des conditions de travail exécrables.
Donc forcément, On a l'impression d'être en DH dans ce que tu, tout à fait, c'était ça. Ce que tu remémores. Là. Donc Gérard Gilly est habitué parce qu'il était au centre de formation, mais Franz Beckenbauer, forcément, il arrive, il y a le choc. Après, avec l'arrivée de Beckenbauer, je pense que surtout que les rôles n'ont pas été très bien définis à la base. Je pense que Bernard Tapie a voulu le garder un peu en cartouche en se disant qu'il prendrait la place principale si jamais ça se passait mal avec Gérard Gilly qui était déjà en place. Mais je pense que Franz Beckenbauer, il était là surtout pour j'ai compris, vous inquiétez pas, c'est ça, ouais, tout à fait. En fait, c'était ça. Le but de Tapie, après, on n'est pas dans la tête de Tapie, donc on sait que c'est malin. Donc il y a toujours des trucs derrière. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est Gilly qui a dit ça, ce que Tapie lui a dit en fait, qui lui a dit en fait, je prends Beckenbauer, tu continueras à être entraîneur, mais Beckenbauer est là effectivement pour le prestige, pour l'Europe, et puis il est là pour mais toi, tu es quand même un jeune entraîneur, donc voilà, il peut donner des conseils de champion du monde, voilà. Donc le but c'était ça, mais effectivement, ça avait du mal à marcher parce que Gérard Gilly vient d'être champion de France, faire le doublé. Bon, il n'a pas un ego surdimensionné, c'est un entraîneur très, très humble. Mais bon, malgré tout, c'est compliqué d'avoir Franz Beckenbauer derrière qui te surveille, quoi. Bon, finalement, de toute façon, pour faire la transition, ni l'un ni l'autre ne resteront. Comme ça, exactement. Effectivement, Beckenbauer, en fait, il est écarté du poste d'entraîneur après une défaite 4-0 à Auxerre. Donc voilà. Et après, donc, il est remplacé donc, en janvier 91 par Raymond Goethals. Et voilà. Là, l'aventure recommence et va au bout, évidemment, du titre de champion. Mais ça, il n'y avait pas trop de mal puisqu'on avait quand même de l'avance. Et donc, la Coupe d'Europe, donc avec des matchs extraordinaires. Moi, je parle de Dragan Stovic qui était au début de 90-91, qui est revenu, mais bon, après, il n'avait pas la confiance de Raymond Goethals. Et à OM Tirana, par exemple, en 16e de finale, il fait 5 décisives, quoi. 4 décisives et il obtient un penalty. Et il y a eu d'autres matchs que j'ai oubliés, mais on s'est baladé en fait tout le long jusqu'à arriver en quart de finale avec OM Milan AC. En fait, c'était le révélateur. On savait qu'on était un grand d'Europe. Il fallait le prouver face à la meilleure équipe du monde. Je vois les remplaçants, enfin je le savais, mais évidemment, comme on a travaillé un peu notre élocution sur l'émission qu'on est en train de produire, je vois les remplaçants, effectivement, ce sont des remplaçants de luxe. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'écart entre le niveau des remplaçants et des titulaires. Pour le coup, c'est non, mais clair, c'est clair. Il y avait vraiment deux équipes. Et même, tu vois, tu disais Fournier. Bon, parce que toi, tu vois qu'il a été à Paris, mais franchement, c'était un très bon joueur, un très bon milieu défensif. Il y avait Pardo qui était aussi sacré aboyeur. Il y avait des sacrés joueurs au milieu qui pouvaient. Alors, c'était pas les mêmes techniciens forcément que les Waddle et les Stojkovic, mais rien à voir. Mais c'est des joueurs de devoir qu'il faut. En fait, il faut ça dans l'équipe. Et voilà, il y avait des gars que tu pouvais au combat et tu n'avais pas peur voilà, à San Siro, il faut quand même avoir de sacrés crans. Et comme il disait, c'est Dimeco qui le disait, et d'autres d'ailleurs, il disait, les Hollandais, Gullit, Rijkaard, Van Basten, ils faisaient 2 mètres, quoi, tous. Donc toi, t'arrivais, il fallait quand même aller au combat, quoi. Et en plus, ils mettaient des coups, quoi. Donc il fallait quand même avoir une sacrée équipe, quoi. Et donc ce match, ah ouais, c'est autre chose. Et donc, en fait, ce match, on arrive avec quand même de sacrés joueurs, mais on commence mal. On commence mal avec deux grosses erreurs de Moser et Cazorla. Et donc, on prend le but au bout de 10 minutes. Et en plus, ils avaient dit, il ne faut pas prendre un but au bout d'un quart d'heure. Et paf, on est mené 1-0 à San Siro face à la meilleure équipe du monde. Ça s'annonce compliqué, quoi. Bien sûr. Mais, alors, tu vois, Goethals, c'est là où on peut forcément lui dire chapeau. C'est qu'en fait, pendant 2 ou 3 mois, le temps entre les deux tours, ils ont travaillé le hors-jeu, en fait. Et le hors-jeu et le pressing, qu'ils ne savaient pas faire, en fait. Et ils l'ont travaillé justement que pour ce match. Et ils l'ont mis en application dans ce match. Et c'est vrai que Milan a été pris hors-jeu. Ils sont allés les presser très haut. Et ce que faisait Milan, en fait. Ce que faisait Arrigo Sacchi, qui était un sacré technicien. Et donc, tactiquement, Raymond Goethals a battu Arrigo Sacchi, le grand Arrigo Sacchi. À son propre jeu, en fait. Puisqu'en plus, c'est avec les mêmes moyens qu'il a réussi à le battre. Exactement. Donc, ça, c'est quand même très, très fort. Et après, il y a Waddle, Pelé, ils font un récital au niveau technique, au niveau des dribbles, et on les a bouffés, quoi. Et on a égalisé logiquement, d'ailleurs, 10 minutes après, par Papin, une superbe action avec Waddle, Pelé et Papin. Et après, logiquement, on fait le nul, quoi. Ouais. Donc là, on s'est dit, là, on est en grande Europe. Enfin, on le savait, mais on est au top du top, quoi. Oui.
c'est vrai que là, à ce moment-là, Bernard Tapie arrive à percevoir justement parce que bon, qu'on soit clair, quand Bernard Tapie te dit je peux pas vous dire quand est-ce qu'on va gagner, mais je sais une chose, c'est qu'on va gagner. Dans sa tête, il nous parle du championnat de France, mais il voit bien plus loin. Il sait que ce qu'il va chercher à terme, c'est la Champions League. Et à partir de ce moment-là, bon, c'est pour ça on perd en finale. Mais et comme tu le disais tout à l'heure, on ne va pas penser à sa place, mais on essaie de s'y mettre et de comprendre. Et donc, on sait qu'à ce moment-là, il est au courant qu'il va y aller. Il sait pas à quel terme, mais il sait que ça se rapproche. Il sait que voilà, il a mis les moyens pour y arriver et qu'on y est presque. Alors, ça expliquera pas ce qui se passera l'année suivante, mais il sait très bien que la coupe, un jour, il va pouvoir l'offrir au peuple marseillais. Ouais, ben si tu veux, c'était le Milan AC, c'était quand même, ça fait 2-3 ans qu'ils étaient au sommet. Hein. Donc c'est un peu comme battre le Barça de Guardiola, quoi. Voilà, l'équipe du Ouais, Barça bien sûr. qu'ils ont fait, c'était Milan AC, c'était ça, quoi. Donc c'était pas battre, comme tu disais, l'Atalanta Bergame ou Leipzig. Hein. C'était vraiment battre la meilleure équipe au monde, mais pas que de là, depuis 2-3 ans, quoi. Donc Tout à ça voulait fait. dire que l'OM était la meilleure équipe au monde. Après, en demi-finale contre le Lokomotiv Moscou, bon, on est allé gagner là-bas. Donc, c'était plié, quoi. On a gagné 3-1, je crois. Donc, la finale nous tendait les bras et ce qu'on a fait. Et puis voilà, donc on est arrivé à cette finale donc, où on l'a dit. Donc, pour moi, ouais, c'est vraiment une des plus belles équipes de l'OM de l'histoire. Ouais, comme je l'ai dit, Ah oui, plus je suis belle année d'accord. Hein. Une des plus 89-90. belles. Ouais. J'ai été plus mesuré sur le fait, pour moi, me concernant, je sais que c'est l'avis de beaucoup de supporters, plus mesuré sur le fait de me dire que c'était la meilleure, mais c'était une des meilleures. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure avec Gullit, Van Basten, Rijkaard, justement, les Hollandais d'ailleurs, on est quasiment 30 ans après, ils n'ont jamais eu une équipe aussi forte qu'à cette époque-là. Hein. C'était le gros club. Hein. Quand tu parlais du Barça de Guardiola, bon, évidemment, au niveau du jeu, c'est différent, mais c'est exactement l'exemple qu'il fallait prendre. C'est-à-dire que c'est l'équipe l'équipe qui ravageait tout sur son passage. Hein. C'était inespéré. En 93, pour le coup, justement, je me souviens très bien de cette finale-là. On se demandait tous quasiment à quelle sauce on allait être mangé, un peu comme quand on a rencontré Parme dans un degré moindre Ah, moi, en je sais pas finale de pareil. Moi, l'Europa League. j'y croyais beaucoup. J'étais même sûr qu'on allait Oui, gagner. j'y croyais, mais tu savais qu'en face, c'était un ogre. Ah Je veux non, dire, ça c'est clair. si tu veux, le Milan en face de l'OM à cette époque-là, c'est le Brésil en face de la France en 98. Ouais, après, pas au niveau du jeu, parce que le niveau du jeu, c'est quand même très, très défensif, c'est très C'est costaud, mais différent, pas. mais c'était une équipe, tu te disais, Ah oui. il va falloir cravacher pour Parce que pouvoir si tu passer, veux, quoi. il n'y a même pas qu'offensivement, il y a derrière, hein, quand tu vois, Baresi, c'était le meilleur libéro au monde, Ah hein, bah, c'était un joueur ouais. extraordinaire. Maldini, alors certes, il était jeune, mais Maldini, n'en parlons il pas. était extraordinaire. Au milieu, il y avait des Donadoni. Enfin, c'était une équipe extraordinaire. Et Bah, puis, enfin, de toute voilà. façon, on fait cette émission-là sur l'OM, mais si à Milan, ils faisaient la même, ils t'expliqueraient que c'est la meilleure équipe qu'ils aient eue hein, à cette époque-là, Ah oui, et au puis, Milan ouais, AC. ouais. Ah non, Ils ça, n'ont pas eu de meilleure équipe que ça, ah non, non, mais ça pour c'est être clair. Ça, c'est clair. franchement. Donc Bah, écoute, voilà. ouais, on va peut-être passer sur cette année-là. Donc, alors, si, attends, juste, on n'a pas dit pour les entraîneurs. Oui, non, si, on l'a dit. Et après, par contre, oui, l'OM perd aussi en finale de la Coupe de France 1-0 face à Monaco. Bon, après, je crois que c'était 4 jours après ou 3 jours après la défaite en finale. Donc, forcément, tu arrives, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le moral, tu n'as plus rien. Quoi. Ouais, C'est compliqué à aller gagner. Quoi. ouais, Donc, ouais. 4. Ouais. En plus, dans cette équipe de Monaco, il y avait des Marseillais qui ont à la fois fait la grandeur du club et qui sont revenus par la suite. Il y avait Marcel Dib de mémoire. Ouais. C'était compliqué, effectivement. L'équipe de Monaco, qui était une grosse équipe aussi à cette époque-là. Hein. De toute façon, c'était un très gros club. Donc bon, évidemment, je comprends qu'après la déception de la finale, on n'ait peut-être pas retrouvé les sensations pour pouvoir aller chercher ce que finalement on avait déjà et ce pourquoi
on n'était pas armé parce que voilà, s'armer pour gagner la Ligue des Champions, oui, mais ça faisait office de déception derrière. Donc, Ah bah, c'est clair, c'est pas pareil, tu passes de la finale de Ligue des Champions à la finale de Coupe de France. Bon, ok, c'est pas si jeune, exactement. c'est pas pareil. Bon, et tu me Juste, diras, vas-y. aujourd'hui, tu vois, comme quoi il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, Ah parce ouais, qu'aujourd'hui, une finale de Coupe de France, on en a on vécu l'apprend tous les jours. quelques-unes. Voilà, on la prend tous les jours, hein. Moi, je les ai vus en tribune, les 2 ou 3 dernières. Donc, Paris, oui, 2 fois Trop chaud, Paris. Et puis, ouais, voilà, donc je les ai vécus en tribune au Stade de France. Je les aurais bien gagnés et prises avec plaisir, hein. Donc, c'est clair. Donc, c'est voilà. pour ça Donc, qu'on était vraiment à un stade énorme. Juste pour, exactement. parce qu'il y avait des Gérard Gillet encore en début de saison, j'ai encore une anecdote de lui. En fait, il dit, Tapi lui demandait tout le temps pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, il y a même Gérard Gillet lui dit, ben, je vais t'appeler, pourquoi tu fais ça, quoi. Et alors, en fait, il lui a dit, en fait, si tu arrives à me convaincre au niveau tactique, hein, au niveau composition d'équipe, ben, tu vas y arriver à convaincre les joueurs. Parce que bon, convaincre Tapi, c'était quand même pas gagné, quoi. Donc, Bien sûr. en fait, c'était sa tactique à Tapi, l'air de dire, voilà, c'est que bon, il va falloir aller les chercher les joueurs pour les convaincre, quoi. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire enfin, comment était Tapi, quoi, vraiment l'exigence au maximum, la perfection dans le management, quoi. C'était quand même quelque chose Bien sûr. d'incroyable. Ouais. Alors, je ne sais plus, tu vois, pour le coup, là, c'est ma mémoire qui me fait défaut. Je fais un parallèle, mais tu parles du management de Tapi et de sa façon d'aborder les choses. Il est fort probable que ça soit cette année-là ou l'année d'après. Mais il y a la fameuse anecdote du Parc des Princes, pour le coup, avec Basile Boli, où il lui explique qu'il va prendre des petits ponts et qu'il arrive justement à te monter tout le vestiaire dans une telle force d'état d'esprit, avec un tel esprit guerrier, que ce match-là, il était hors de question qu'on le perde. Je ne me rappelle pas. Il est, il était Tu te rappelles pas de cette anecdote-là? En fait, c'est, comment dirais-je, il y a un match justement qui se déroule au Parc des Princes. Et je ne sais pas si Bernard Tapie a senti que l'équipe était en état de faiblesse ou quoi que ce soit, mais il affichait en gros justement dans le vestiaire une affiche, comme si c'était par exemple une en-tête de l'équipe, dans lequel, alors je me demande, c'était peut-être pas Ricardo, c'était un joueur du PSG, mais il ne m'intéresse pas, donc je me rappelle plus duquel il s'agissait, qui expliquait qu'il allait mettre des petits ponts abolis durant tout le match. D'accord. Et donc, il arrive dans le vestiaire, les joueurs arrivent, il y a cette affiche-là qui est en gros sur le matraqué, puis il demande aux joueurs justement si ils comptent laisser passer ça. Et ce match-là, derrière, est une boucherie. Enfin, les Oui, bah tacles, après, c'était la grosse rivalité, c'était monté en épingle par Tapi et par Canal+, donc c'est vrai qu'il y avait aussi ça qui c'est ça, faisait. effectivement. Et donc, je vérifierai plus tard, mais il est possible que ça soit sur cette année-là. Mais ils n'ont rien laissé passer. On a remporté ce match-là. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce que Bernard Tapie était très fort pour ça. Il savait à quel moment il pouvait communiquer et de quelle manière. Et justement, sur ce match-là, il l'avait bien compris aussi. Donc, je sais que je fais souvent l'éloge de Bernard Tapie, mais je ne le fais pas pour rien. Il y a des tas d'exemples qui nous montrent qu'il était très fort et dans des tas de domaines. Et Mais surtout l'émission. que bon, si tu veux, pour ça, bon, maintenant, il y a beaucoup d'entraîneurs qui le font, mais on remonte, là, on remonte dans les années 90, donc c'était peut-être pas à Hmm. l'époque, enfin, tu vois, c'était peut-être Sauf que Bernard novateur. Tapie n'était pas entraîneur. Et c'est ça. Eh oui, Et il juste était pour président. revenir là, parce que du coup, ça m'a fait tilt ce que tu dis par rapport à la finale de Coupe de France qu'on prendrait, mais l'OM est passé très près du triplé, en fait, parce qu'on est champion de France, on perd donc en finale au tir au but. Et Mhm. donc, après, on échoue en finale de Coupe de France. Bon, on est fou parce que, bon, voilà, on perd en finale de Coupe des Champions. Mais si on gagne, sûrement, on va gagner la Coupe de France. Donc, on aurait pu faire un triplé historique qu'il y a très, très peu de clubs qui l'ont fait. Le Bayern, le Barça Ouais. et le Real, quoi. Et encore le Real, je ne sais même pas si l'ont fait. Donc on On va perd un passer à 0 4. au but de Gérald Passy apparemment en plus. Ouais. Donc, Tapi nomme Tomislav Ivic au poste d'entraîneur. Mais Goethals, en fait, il reviendra en octobre. En fait, il était toujours là. Alors, Tomislav Ivic, pour ceux qui ne le connaissent pas, il avait été entraîneur à Paris. Et alors, même s'il avait été champion de France, c'est vraiment un jeu hyper, hyper, hyper défensif. C'est vraiment très triste à mourir. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi il a nommé Tomislav Ivic, qui est un grand entraîneur par le palmarès. Mais alors, vraiment un jeu dégueulasse, on peut le dire. Il y a un entraîneur en plus qui avait fait ses classes au PSG en plus, Ouais, mais Tomi à la limite, Stanovic. si c'est un grand entraîneur, bon, c'est un grand entraîneur, mais c'est surtout, si tu veux, le profil de l'entraîneur hyper défensif, alors que Mmh. Tapi,
adore le jeu offensif et qu'à l'époque, il y avait quand même des sacrés joueurs. Donc, ça ne pouvait pas marcher, quoi. C'était. Bah, est-ce que c'est pas le syndrome de cette fameuse finale, justement, où il se dit bon, on a été trop défensif, mais en face, ils étaient tellement forts en évoluant en bloc. Est-ce qu'il s'est pas dit, justement, à un mauvais escient, que c'était la seule manière d'arriver au bout? Ça doit Peut-être, s'expliquer je comme sais ça, pas. je pense, hein. Ouais. Je sais pas. Alors après, au niveau des joueurs, Pardo, Cantona, Germain, Vercruis, Stojkovic, Fournier et Tigana quittent le club. Alors Stojkovic, il était parti peut-être comme il s'était pété les ligaments du genou, et qu'il avait un peu de mal à revenir, et surtout que Goethals ne lui avait pas fait confiance en pleine saison, il était parti. Après, il revient. Angloma, Biles, Xereb, Durand, Trevor Stevens sont recrutés, et Deschamps et Sauzé reviennent de près. Donc, Ouais. vraiment un gros changement. Beaucoup de joueurs très bons offensifs qui partent. Merkuis, Stojkovic, Cantona et Angloma. Donc, en fait, beaucoup de joueurs derrière. Angloma, Weiss. Et au milieu, Xereb et Durand. Bon, qui étaient quand même de très bons joueurs à l'époque. Et donc, et Deschamps et Sauzé qui reviennent et qui après vont prendre totalement l'envergure qu'on connaît de ces deux joueurs. Alors sur cette équipe justement de 91-92, par rapport à l'équipe de... Moi, ce qui me choque principalement, enfin ce qui me choque, ça ne me choque pas, mais sur l'équipe de l'année précédente, c'est que je regardais les remplaçants tout à l'heure, je les ai cités comme étant des remplaçants de luxe. Je ne te cache pas que sur cette année-là, c'est loin d'être le cas, c'est-à-dire que finalement le 11 paraît s'être renforcé. Je dis bien paraît parce que pour ceux qui sont Je arrivés à pense ce qu'ils moment-là, je pense qu'ils sont en sont dessous. plutôt des joueurs voilà, de qualité équivalente. Mais je trouve que finalement, le banc s'est largement affaibli hein, par rapport au départ que tu citais tout à l'heure, les Vercuis, etc. Sur l'année d'avant, c'était des joueurs qu'on Ah retrouvait ouais, aussi ouais. sur le banc. Et cette équipe de la transition, j'appellerais ça comme ça parce qu'on en discutera tout à l'heure, me paraît beaucoup moins armée, ce qui explique aussi qu'on n'ait pas eu forcément le même déroulement en compétition européenne. Même s'il y a Libra aussi, qui est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il a été là dans les bons comme dans les mauvais moments aussi. Mais je pense que tu pourras le souligner toi également. On est loin de l'équipe de l'année précédente. Oui, alors je suis d'accord, mais après, si tu veux, on a quand même survolé le championnat. Bon, après, c'est sûr, quand t'as pas la Coupe d'Europe, c'est plus facile, mais bon, en fait, j'ai revu moi le reportage et c'est vrai que je comprends mieux. À l'époque, j'avais pas trop suivi, enfin, je me rappelais plus trop quoi. En fait, c'était la première année de la Ligue des Champions en fait, hein, et Oui, c'était pas comment dire la formule de maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait un match, un préliminaire en fait à passer, un tour préliminaire pour après être en phase de groupe. Donc en fait, donc on a rencontré le Spartak de Prague, donc cette phase de poule. Et du coup, bon, on était tellement sûr de passer qu'il y avait même 16 000 spectateurs au stade seulement. Donc les supporters avaient totalement lâché ce match. Enfin, pour eux, c'était une formalité. Et puis c'était pas intéressant. C'était pas les gros. Spartak de Prague, on ne connaissait pas. Alors qu'après, on a su qu'il y avait quand même Nemeček et un autre, Varouchek. Enfin, je sais pas, il y avait deux super joueurs au milieu. Mais bon, malgré oui, tout, voilà, on les connaissait pas. Et donc, pas de public. Et surtout, après, on mène 3-0 quand même. Donc, le match aller-retour, on met 3-0. Donc, le match est plié, on est qualifié, quoi. Et bien puis, sûr. gros relâchement. Et on prend deux pénaltys. Alors, si vous n'avez pas vu l'image de Boli, il fait un attentat, mais comme jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il va, il est complètement lassé, il touche le genou du quoi. À coup de France maintenant, hein, c'est un truc de, je sais pas comment il a pris, mais Ouais. il fait deux erreurs monstrueuses et un total relâchement, quoi. Et donc, du coup, tu vois, on fait 3-2, et donc après, au retour, c'est un traquenard là-bas, et on perd 2-0, enfin, on fait un non-match aussi. Mais bon, déjà, tu ne dois jamais le perdre, tu prends de haut, et même à 3-0, tu te relâches, enfin, tu vois. Donc, on avait quand même une équipe qui pouvait aller loin. Alors, je ne sais pas si elle aurait pu gagner cette année-là, mais bon, il y a quand même ce match-là enfin, que tu ne vas jamais perdre non plus, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, surtout au vu du 11 de départ, enfin, qui est encore tout simplement hallucinant, qui arrive avec un Deschamps qui est Ah, t'as complètement Deschamps, t'as aguerri, Sauzé, t'as Waddell, t'as Papen, t'as qui, Pelé, t'as Angloma derrière. Bon, enfin, non, ouais. c'est quand même un sacré Il y a équipe. Jean-Philippe Durand aussi, Ouais, qui est un beau joueur. qui montrera là-dessus, qui était un très bon joueur et qui méritait sa place aussi. Mais bah écoute, oui, je suis un peu comme toi, je comprends toujours pas ce qui a pu se passer à ce moment-là. Alors je sais pas s'il y a eu
Alors là, par Si contre, ça Bernard, s'explique ouais, extra sportivement, ouais, ou c'est ça. comment Bernard Tapie l'a expliqué, tu pourras Alors, peut-être me répondre à ce niveau-là. expliquer, il l'a pas expliqué, mais par contre, il a dit il a rassuré tout le monde. Alors que là, franchement, on était un peu au fond du trou, quoi, pour savoir ce qu'il allait faire. Et il dit, je vais reconstruire un OM plus fort. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça qui est assez incroyable parce que là, on était vraiment voilà, deux fois, on est au sommet de l'Europe. Là, on va même pas en phase de groupe. Enfin, c'est quand même un sacré quoi. Et là, il Ah se oui. dit, non, non, ne vous inquiétez pas, je vais réussir à trouver. Et après, il a fait du ménage. Là, c'est pour ça que là, les waddles, tout ça, bon, on ne comprend pas trop. Mais en fait, c'était une fin de cycle. Il y a beaucoup qui l'ont dit qu'il y avait aussi une fin de cycle. Que, au bout d'un moment, une équipe est ronronne. Hein. C'est vrai qu'il faut souvent 2, 3 ans Ouais. maximum. Et après, il faut passer à autre chose. Hein. Et donc, ben, c'est pour ça qu'après, il a fait une sacré ménage dans l'effectif. Et donc, Bon, après, c'est vrai que Bernard Tapie est quand même quelqu'un qui savait. oui, pas très stable non plus. Oui, et puis il apprenait de ses erreurs quand même. En tout cas, à l'OM, on a vu que quand il a échoué, il a toujours su rebondir. Donc, je suis pas étonné qu'à ce moment-là, il t'explique qu'il va se servir de ça pour pouvoir être plus fort derrière. Mais bon, sincèrement, c'est vrai que tout à l'heure, on faisait un parallèle sur l'équipe d'avant. Bon, par contre, le maillot est magnifique. Mais voilà, Bernard Tapie ne l'a pas expliqué. Il savait qu'il allait falloir être plus fort et qu'il allait justement tirer les conclusions de ce qui n'avait pas fonctionné. Mais je suis quand même étonné, si tu veux, que ça s'arrête aussitôt. Parce que bon, si tu veux, à la rigueur, tu perds la Ligue des Champions un peu plus tard, ça peut arriver. Et oui, Mais mais là, là, c'est tu quand peux, même. pour le problème, c'est que voilà, tu avais un match tour préliminaire, après tu aurais été en phase de poule, et les phases de poule, tu arrivé, alors je sais pas si c'était comme l'année d'après ou tu arrivé directement en finale, mais c'est possible, c'était le début. Mais il y avait qu'un match à louper, c'était celui-là, quoi. Voilà, C'est et ça. parce que du coup, tu ne Ouais, participes pas à phase de groupe, donc ça fausse tout, quoi. Donc, ouais, on refera jamais l'histoire, c'est clair. Mais après, je ouais. sais qu'un championnat, l'OM a survolé, enfin, c'était. Mais bon, c'est sûr qu'on espérait mieux. Alors Donc, par justement, contre, je me permets de te poser cette question-là. Tout à l'heure, on a vu que finalement, Raymond Goethals arrive à la fin sur l'année précédente. ouais. Là, sur cette année-là, il nomme Tomislav Ivic et on s'aperçoit qu'en novembre 91, c'est Raymond Goethals une nouvelle fois qui prend le relais. Donc, quel était le rôle de Raymond Goethals au niveau de la transition en fait il était adjoint de Tomislav Ivic, En il fait, donnait son non, c'est pas avis, ça, non, il était un peu la réserve de la République. c'est un peu C'est qu'en ça. fait, bon, Gothal, c'est quand même, c'est un vieil entraîneur, hein, il avait quand même fait il avait fait sa carrière, donc il arrivait à la fin, il commençait un petit peu à en avoir marre, quoi. Donc, Ouais, c'est pour ça qu'il avait fait une saison, et là, bon, c'est pas Tapi qui l'a écarté, c'est plutôt lui qui voulait plus, en fait. Et bon, d'accord. après, l'année d'après, il est revenu. Mais voilà, c'était. Ouais. Donc après, d'ailleurs, il a arrêté hein, après avec le titre champion d'Europe. Mais voilà, il arrivait en fin de carrière et donc il en avait marre de toute cette pression et tout. Et donc c'est pour ça D'accord. qu'il avait dit bon, on met Ivic et puis après, bon, mais forcément, comme Goethals c'était un sacré entraîneur, bon, mais on reprend Goethals, on va pas chercher ailleurs ce qu'on a au club. Quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Donc 92, alors juste oui, avant la saison qui arrive, 92-93, mais le 25 avril 92, tu as Jean-Pierre Papin qui annonce avant le match, je ne sais plus quel match d'ailleurs, le match, oui, le Ouais. match pour le titre face à Cannes, son transfert de l'OM au Milan AC devant les supporters présents, JPP, 182 buts pour l'OM, hein. C'est pas rien, le meilleur attaquant de l'histoire de l'OM, sans aucun doute. Ballon d'or, Ballon d'Or 91. 91, effectivement. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. 90-91, ouais, Ballon d'Or. Donc. Bah, Et donc l'idole de là, ma jeunesse, c'est. hein, quoi. Ah bah oui, non, Moi, mais c'est. Jean-Pierre Papin, c'est l'idole de ma jeunesse, hein. Je me rappelle avoir dit ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mon fils? Avoir répondu à mes parents, je vais être comme Jean-Pierre Papin. J'adorais Jean-Pierre Papin. Enfin, voilà, c'était vraiment c'était ton Stoïkovic à toi, Après, si non, mais tu j'avais veux. plusieurs idoles, si tu veux. Moi, j'avais Papin, j'avais Waddle, j'avais Stojkovic, j'avais Francescoli. Enfin, ouais, de toute façon, chaque année, il y avait des joueurs extraordinaires. Après, si tu veux, moi, il y avait les deux, quoi. C'était Papin, c'était mon idole, parce que moi, je jouais avant-centre. Donc, forcément, hein, quand moi, quelqu'un qui réussit autant de buts et autant de volets, comme me disait Dimeco, là, récemment, il disait c'était sûrement le meilleur joueur de volley, quoi.
avec Van Ouais. Basten. Voilà, c'était incroyable les reprises de volée qu'il faisait. Et après, il s'entraînait devant les buts longtemps. Mais oui, bien sûr, il y avait. Moi, j'adorais les numéros 10 et les buteurs. Donc forcément, c'est pour ça que j'adorais Stojkovic et Papin. Mais Waddle, j'étais un fan aussi absolu. Donc, Alors, juste une parenthèse, excuse-moi Sébastien, mais je pense qu'elle mérite qu'on la cite. vas-y. Quand tu dis que Jean-Pierre Papin annonce justement son transfert devant le Vélodrome au Milan AC, il faut savoir aussi que l'année précédente, il avait souhaité partir et que Bernard Tapie lui avait dit non. Donc, un peu comme Pape Diouf le fera plus tard avec Ribéry, il n'est pas question que tu t'en ailles. Tu resteras une année de plus et l'année prochaine, si tu le souhaites, je te donne ma parole, tu pourras partir. Et c'est ce qu'il a fait. Mais Jean-Pierre Papin voulait partir une année avant, justement, qu'il fasse justement cette annonce au Vélodrome. Donc bon, à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de respect de la hiérarchie et il était compliqué aussi de ne pas respecter ce que Bernard Tapie pouvait te demander de faire. Mais il avait accepté il avait joué le jeu, il avait accepté. Et Bernard Tapie a tenu parole en le laissant partir justement, comme tu le soulignais, avec ce fameux match où, avant le coup d'envoi, il explique aux supporters qu'il allait quitter le club. Oui, tout à fait. Après, il était resté 5 ans, donc c'est vrai qu'on pouvait lui accorder un départ. Oui, tout à fait. Alors, 92-93, donc à l'issue de la saison, donc des départs majeurs sont enregistrés avec Papin, Moser et Waddle, donc énormes joueurs qui partent. Donc, une fin d'une époque, clairement. Et Tapie obtient les signatures de Rudi Voller, champion du monde à l'Allemagne, Alain Bokchik, on avoue qu'on ne connaissait pas, hein. Jean-Marc Ferreri, qui était un sacré technicien au milieu, Jean-Jacques Edli, donc plutôt défensif, milieu défensif, Marcel Desailly, donc qui était au début de sa carrière, mais qui était, on l'a vu après, qui est devenu énorme. Fabien Barthez, qui avait été énorme avec Toulouse. Oman Beek, bon, adepte de retourner, mais bon, voilà. Martin Vasquez, qu'on pensait que ça serait un énorme joueur. C'était un petit peu un flop quand même. Oui. Alors justement, excuse-moi Sébastien, je rebondis encore une fois sur Martin Vasquez, que Bernard Tapie explique avoir pris à l'encontre de l'avis de l'entraîneur, justement, et en reconnaissant qu'il s'est trompé. Donc, comme tu le disais, beaucoup de personnes pensaient que ça allait être un grand joueur et finalement, ça s'avérait être un flop. Donc, même Bernard Tapie n'a pas très bien compris pourquoi ça s'était passé de cette manière-là. Oui, bon, après, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une réussite sur tout, quoi. Donc, malgré le départ du buteur Papin, hein, qui avait 5 fois été meilleur buteur, l'OM fait une super saison, évidemment, avec l'issue qu'on connaît, avec la victoire en finale à Munich. Mais bon, avant ça, il y a une campagne européenne. Hein. On commence d'abord par Glasgow, hein, où c'était une sacrée équipe avec Marc Atley, qui était un sacré attaquant, qui a après joué à Monaco. Et Fighting Spirit, une ambiance de fou en Écosse. C'était un sacré match d'aller là-bas, quoi. Il fallait vraiment être costaud, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est la grosse année. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle un peu des joueurs qui ont remplacé justement ceux qui sont Ouais, partis. vas-y, parce que j'ai noté que ça, vas-y, ouais. Et faire un comparatif, tu vois, par rapport à l'équipe de 91, tu t'aperçois que là, tu as Marcel Desailly derrière, finalement, qui prend la place de Carlos Moser. Marcel Desailly, que moi j'avais cité dans mes plus grands joueurs de l'histoire de l'OM, hein, une super émission qu'on avait faite ensemble, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui est certainement un des meilleurs stoppers que la France ait connu. Rudi Voller pour l'expérience, de mémoire, il arrive à 33 ans, le renard de surface. Alors je me rappelle d'un but aussi qu'il met où le gardien a quasiment la balle justement sur le côté avec la tête. Il arrive juste à prendre un petit peu la balle et je trouvais que et à mettre le but derrière. Qui était très très fort, tu vois. Donc Alain Bokchik, Rudi Voller, tu vois, finalement on arrive à tirer un peu les conclusions de ce qui s'est pas bien passé, c'est-à-dire qu'on avait Jean-Pierre Papin avant, mais sur l'équipe de 91 qui pouvait être un peu esselé par rapport au jeu défensif. Là tu as Bokchik, Voller, tu as Didier Deschamps qui est déjà revenu, qui a déjà un an de plus à l'OM de la saison précédente, qui revient avec la volonté de réussir à l'OM parce que il s'est imposé clairement. C'est ça, avec la volonté de s'imposer. Fabien Barthès qui prend la place dans le méta. Donc, tu as un gardien numéro 1 et un numéro 1 bis. Hein. D'ailleurs, la passation de pouvoir, c'est pas forcément très bien passé, mais Fabien Barthès, c'est un gardien énorme qui est pour moi, encore à l'heure actuelle, le meilleur gardien français
qu'on ait pu connaître. Tu as Jocelyn Angloma qui a pu s'aguerrir aussi de l'année précédente, qui arrive en tant qu'arrière droit. Tu vois, le parallèle justement à faire avec l'année de 91, pour moi, j'ai du mal à trouver des joueurs, en fait, si ce n'est Jean-Jacques Ebli, qui est un joueur que je n'aime pas du tout, qui pouvait finalement avoir un niveau similaire à celui de Laurent Fournier, que j'aurais préféré pas voir dans cette équipe. Mais Franck Sauzet, avec Franck Sauzet, moi, c'est toujours un joueur que j'adorais. C'était un joueur énorme. En plus, c'est devenu un consultant exceptionnel. Tu vois que c'est un mec qui a une réflexion footballistique importante. C'est pas étonnant qu'à l'époque, sur le terrain, c'était un mec qui était apprécié. Et c'était un guerrier. Mais Sauzet, il avait tout, si tu veux. Sauzet, il était à la fois guerrier, donc très costaud, solide, mais un super technicien aussi, tu vois. C'était vraiment un joueur très technique. Ouais. Et en plus, une frappe de balle extraordinaire. Et puis moi, je l'adorais aussi en défenseur central. Enfin, c'était vraiment un joueur complet, tu vois. T'as Deschamps, bon, mais Deschamps, il est très bon à son poste. Voilà, c'est la sentinelle qui va colmater les brèches. Mais Sauzet, il avait ça, mais en plus, il avait le côté costaud et en plus le côté technique, quoi. Donc, c'était vraiment un joueur complet. Donc, non, c'est vrai qu'il y a, disons qu'il n'y a pas de point faible, quoi. Mais bon, 90, 91 non plus. Donc, si tu veux, c'est pas c'est au niveau. Après, voilà, ça dépend comment on voit le football. Je sais qu'il y a beaucoup on est partagé. C'est que on aime des fois une équipe très costaud, très solide, qui va au bout, et une autre équipe plus romantique, on va dire. Mais bon, ok, on a perdu, mais on a perdu quand même au tir au but. Et voilà, et cette finale, on l'a mal joué. Donc, moi, je suis un adepte du jeu offensif, donc j'aime l'équipe de 90-91. Alors évidemment, 93, je comprends. Europe, mais c'est ce qui va nous différencier sur ce point-là. Il fallait bien que ça puisse arriver aussi. C'est que c'est d'ailleurs souvent un débat qu'on peut avoir sur la façon de voir avec Didier Deschamps. C'est que moi, je suis un adepte de celui qui gagne, si tu veux. Donc l'équipe romantique, elle me fait bien plaisir, mais la romance, ça va 5 minutes. Ce que je veux, c'est la conclusion. Tu vois. Après, je comprends qu'on puisse aimer le beau jeu. Mais il y avait tout, si tu veux, parce que quand tu avais des Moser, des Casoni et des Boli derrière, je peux te dire, ça passait pas non plus. Hein. Donc, on a très peu perdu de matchs en 90-91. Hein. Tout à fait. Mais cette équipe-là n'est pas une équipe qui faisait pas de jeu. Enfin, je me permets de leur dire. Mais le but que Basile Boli marque contre le PSG 3 jours après cette finale de la Coupe, qui est certainement l'action la plus aboutie du football qu'on ait vu depuis 30 ans. J'ai jamais vu une action comme ça. Bon, il y a eu Nantes champion de France avec Loco, Wedek qui était aussi pas mal. C'est un peu le même style. Exactement. Mais en tout cas, je pense que tu ne me contrediras pas en disant que c'est une des plus belles actions du football, celle-ci. Elle est juste magnifique, c'est splendide. Donc voilà, c'était pas une équipe qui produisait pas de jeu, la preuve. Mais disons que c'était des techniciens. Disons que c'est pas pareil, si tu veux. C'est des techniciens avec quand t'as Pelé, quand t'as Pelé, forcément c'est un dribbleur fou. Tu peux tout faire, quoi. Après, t'as Mokchik et Voleur devant qui sont des sacrés buteurs. Mokchik, un joueur élégant. Ce que je veux te dire, c'est au niveau de la construction du jeu que peut-être c'était pas autant flamboyant, c'était plus efficace. L'efficacité, effectivement, mais un peu ce qu'a voulu faire Goethals, voilà, en scène de 90-91, hein, c'était ça. C'est du Goethals, hein. C'est du Goethals frappé. Voilà, mais c'est pas parce qu'avec un entraîneur, tu n'aurais pas pu gagner. Je pense que on avait quand même un sacré joueur pour le faire, quoi. Enfin, cette équipe était quand même incroyable en termes de technique, en termes d'homogénéité sur le terrain, en termes d'amalgame entre jeunesse et expérience. Tu vois que c'est l'aboutissement de tout ce qu'a voulu faire Bernard Tapie. Cette équipe est majestueuse. Enfin, évidemment, j'ai jamais vu une équipe comme ça. Qu'est-ce que j'ai aimé cette équipe, mais je l'aime toujours. On a l'impression en fait qu'elle joue encore, cette équipe, quand on a vécu cette période-là, quand on a vu ce qu'elle était capable de faire. C'est, voilà, quand on parle de l'OM et qu'on dit qu'on aime l'OM quelque part dans un petit coin de notre esprit, il y a toujours cette équipe de 93 qui est là. Évidemment, on n'oublie pas l'histoire qu'il y a eu avant, mais je fais référence aussi à Eric Dimeco qui disait qu'il n'y a pas longtemps, à la terrasse d'un café, un jeune, un minot qui n'avait pas vécu cette période-là était venu le remercier pour la victoire en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça marque, de toute façon, ça marque à vie. Moi, j'ai des mots de passe où je mets tout le temps 26
26 mai 93 de partout. Hein. Et d'ailleurs, mes fils le savent, hein, quand même, mot de passe, oui, c'est 26 mai 93. Ça marque à vie, si tu veux, on est marqué à vie. Bon, évidemment, là, cette finale, on l'a vu et revu, mais les images sont marquées à vie, notre passion est, voilà, toute notre vie, on passe à ça. Et je dis pas qu'il passe pas un jour, évidemment, il peut passer un jour sans qu'on y pense, mais régulièrement, ça y fait. C'est vraiment une fierté ultime. C'est que, bon, après, bon, il y a eu l'équipe de France avec la Coupe du Monde. Alors après, est-ce que c'est plus moins fort? Ça, c'est toujours un débat qu'on peut voir, mais c'est vraiment, Moi, c'est plus dur. en tant que supporter, si tu veux, c'est quelque chose de, c'est l'aboutissement, quoi. Tu peux pas rêver Ouais. mieux que d'être champion d'Europe, quoi. Donc, quand c'est arrivé, ben voilà, quoi. Donc, en plus, on l'a tellement entendu parce qu'on savait que c'était possible, quoi, et qu'on l'a frisé de peu, de par deux fois. Donc, voilà. Mais après, il y avait à la fois l'alchimie des jeunes joueurs et des joueurs d'expérience. Tu as Rudy Voller, donc il avait une sacrée expérience en tant que la sélection allemande, champion du monde. Il y a Cottret Mbokki, qui est un jeune joueur, mais talentueux, quoi. Enfin, vraiment, le gars, il arrive, il casse tout. De Saïs, c'est pareil. Par contre, tu as Deschamps, bon, qui était quand même assez jeune, hein, mais malgré tout, Ouais. il y avait l'expérience. Sauzé aussi. Donc, il y avait vraiment une alchimie vraiment qui marchait bien et avec Raymond Goethas derrière qui savait y faire, quoi, au sommet technique. On va des grandes victoires comme Hinault, alors qu'il était parti de chez Renault parce qu'on le pensait fini, ça m'a fait des choses énormes, comme la Coupe d'Europe, évidemment. Mais vous voyez, c'est à vivre. Je dirais que la Coupe d'Europe a un avantage sur le reste, c'est le nombre de gens que vous avez rendus heureux. Bon, la Coupe du Monde, le record du monde, c'est moi et mes marins, quoi. Donc, évidemment, c'est moins durable. Sur le coup, c'est énorme. Après coup, non. Après coup, on s'en fout. Bon, on a battu le record du monde, on l'aurait pas battu, ça change pas ma vie. Là, ça changeait ma vie parce que ça a été... Surtout qu'on avait perdu 2 ans avant. Et le paradoxe, c'est qu'on a perdu la finale qu'on aurait dû gagner parce qu'on était plus fort que l'Étoile Rouge. Et je pense franchement que Milan AC était plus fort que nous en 93 et c'est celle-là qu'on a gagnée.